Il n'y a pas si longtemps, je vous ai dit que j'allais vous faire un documentaire sur Yasuke, le premier samouraï noir. Soit disant que c'était le premier samouraï noir. Et je vous ai dit qu'on ne pouvait pas parler des samouraïs sans invoquer le peuple africain, le peuple noir. Donc, je répète, on ne peut pas invoquer le nom samouraï ou le mot ou les personnes samouraïs sans parler du peuple noir. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler des Indiens, pas les Indiens d'Amérique, mais les Indiens de l'Inde, mais vous allez voir, ça sera un petit peu pareil, et des samouraïs. Allez, c'est parti, générique comme d'habitude. Paul Faber on the track. Bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Voilà, avant de commencer ce documentaire, j'aimerais déjà vous faire part, parce que je sais que je vais toujours à gauche à droite, d'un mail, en fait d'un message qu'un énergumène m'a envoyé et je ne vais pas afficher son nom. Voilà, je ne vais pas vous citer le nom comme vous voyez. Le mec, il dit, pourquoi tu portes un nom de blanc? C'est incompréhensible. Je crois qu'il doit se reconnaître. Je le fais comprendre comme quoi. Je ne vais pas vous faire lire tout ce qu'on s'est dit parce que c'est un petit peu hard. Mais j'aimerais le répondre directement. Cher Pip, pour ne pas dire ton nom, je vais juste te dire que je n'ai pas choisi mon nom. Mais si j'aurais choisi mon nom, ça serait mon nom de chez moi. Voilà. Donc, avec tout le blabla que tu as raconté qui vole pas du tout haut, je sais que tu es un caucasien. Je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Heureusement qu'il n'y a pas des gens comme toi. Mais sache un truc, que maintenant, à l'heure qu'il est, te dire ou penser que tu es supérieur, c'est plus d'actualité. Donc, je ferme la parenthèse et tout ce que je t'ai envoyé comme message, je le pense vraiment. Voilà, je boucle la parenthèse. Venons au vif du sujet. Vous avez déjà entendu parler de Yasuke, la plupart des gens, parce qu'à un certain moment, ce nom Yasuke et ce nom samouraï faisaient beaucoup parler. Parce que, comme je vous ai dit, lorsque vous entendez parler de samouraï, vous parlez directement des Noirs. Absolument. Donc, à un certain moment, il a fallu qu'on fasse sortir un nom, et c'était Yasuke, on l'a dit, c'était le seul premier samouraï noir qui venait de je ne sais pas d'où, tout le tralala. Un petit documentaire sur Arte qui va un petit peu vous éclaircir tout ça, mais pas dans l'enfoncement, mais voilà, vous allez voir. Kyoto, dans un sens, et si on inverse les syllabes, ça devient Tokyo. Deux cités que tout oppose. À l'ouest, Kyoto cultive la sérénité et la tradition, face à la capitale nippone qui déborde d'énergie et affiche sa modernité. À Kyoto, un lieu concentre le zen, le Daitokuji, une ville dans la ville où jardins minutieux, pagodes et temples se succèdent. Incontournable Daitokuji qui cache une toute autre histoire. Celle d'un samouraï à nul autre pareil. Le président de l'université de Kyoto Seika, Usubi Sako, nous aide à remonter aux origines méconnues de ce personnage. Tout commence à la fin du XVIe siècle. On ne sait pas son vrai nom, mais tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est né en Mozambique. Et il était un guerrier, et paraît-il qu'il faisait la chasse au lion. C'est là où on l'a capturé, et puis il a été vendu comme esclave à des jésuites qui sont venus à Kyushu, à Nagasaki, au Japon, avec lui. Et il était leur esclave. En même temps, il a été désigné comme le garde-corps d'Alessandro. Alessandro, c'est un Italien. Et les jésuites aussi, ils voyageaient de village en village.
l'époque, les jésuites comme Alessandro Valignano parcourent la planète pour implanter des missions catholiques. Les Japonais ont pris l'habitude de voir circuler des commerçants blancs européens, mais ils découvrent pour la première fois les hommes noirs venus d'Afrique. La chose est tellement inimaginable que certains badauds sont prêts à parcourir des centaines de kilomètres pour les observer. Les jésuites racontent même que la foule excitée casse la porte pour apercevoir l'esclave qu'on appelle Yasuke. Maintenant, écoutons ce que Serge Billet explique dans son émission, et ensuite vous allez voir celui que mon cher compatriote Thomas Sadorian qui va vous expliquer en clair de quoi il s'agissait exactement, parce qu'on nous parle d'un premier samouraï et puis en fait on trouve que le mot même samouraï, dès que tu parles du mot samouraï, tu parles d'un peuple africain. Tu ne peux pas dire que les samouraïs sont des Japonais. Devient le premier samouraï étranger dans l'histoire du Japon. En l'occurrence, c'est un samouraï noir. Il y avait des liens très très étroits entre le peuple Makwa que l'on trouvait donc à Mozambique et puis donc Goa en Inde où étaient envoyés donc effectivement dans certains esclaves par les Portugais. Les esclaves les plus prisés sont les Makwa. Les femmes sont appréciées pour leur beauté, pour leur grâce, pour leur disponibilité, et les hommes Makwa sont appréciés pour leur robustesse et puis pour leur loyauté. Lorsque ces écrivains parlent de disponibilité de la femme, surtout de la femme africaine, je trouve qu'il manque un peu de tact, surtout ces gens qui sont des descendants d'Afrique. Je ne comprends pas comment est-ce que ces genres de personnes puissent utiliser ce genre de langage. Il faut savoir qu'en Afrique, avant, je crois que je vous ai déjà mis ça dans une émission, avant que l'Occident puisse se mettre la religion, plomber, cancériger la religion partout en Afrique, l'Afrique a toujours été matriarcat, excusez-moi. Donc, la femme était toujours mise de l'avant. Et ça n'a jamais changé, ça a toujours été comme ça. Dès qu'il y a eu commencé à avoir la Bible, la colonisation et tout le bazar, eh ben, on est complètement tout perdu. Mais il reste encore dans les zones africaines qui a toujours ce programme de mettre la femme en avant. C'est toujours d'actualité. Mais c'est au fin fond de village, mais dans les capitales et tout le bazar, là il y a la religion, c'est l'homme qui domine. Mais si vous voyez très bien dans la vie, c'est pas l'homme qui domine, c'est toujours la femme. Les femmes Makwa n'ont jamais été connues pour leur disponibilité et les hommes Makwa n'ont jamais été connus pour leur robustesse. J'ai énormément de mal à apprécier son vocabulaire, parce qu'il donne l'impression que les femmes Makwa étaient des femmes légères. En tant qu'écrivain noir, j'estime qu'il aurait dû utiliser un vocabulaire plus convenable, différent, afin d'expliquer certaines choses et ne pas ternir à la réputation de ces femmes et de ces hommes mis en esclavage par les Portugais, si réellement Yasuke venait de ce peuple. Ce qu'il faut dire ici est que les Portugais, comme tous les Européens, de culture patriarcale et esclavagiste, vont faire de ces personnes libres d'Afrique des esclaves, des objets, des biens meubles, et ils ne vont apprécier en eux que les relations sexuelles avec les femmes Makwa et l'exploitation du corps des hommes Makwa pour le travail dans les plantations. Voici comment il faut expliquer certains écrits européens, portugais, parce que ce n'est pas la complexité de la culture, de la langue, des traditions et de l'âme du peuple Makwa que les Portugais vont apprécier. Et il faut donc utiliser le bon vocabulaire afin de ne pas dédouaner les Européens, notamment les Portugais, de leurs crimes contre le peuple Makwa et également contre l'Afrique. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a en Afrique des femmes qui sont connues pour leur disponibilité quand elles voient un homme blanc. Et ceci est dû en grande partie à la colonisation de l'Afrique, à l'éducation européenne qui existe en Afrique et à l'aliénation mentale due à l'ignorance de la véritable histoire de l'Afrique. Cependant, cette manière de penser n'était sûrement pas le cas
en Afrique précoloniale. L'Afrique précoloniale était matriarcale et les femmes africaines n'avaient nullement besoin d'être disponibles. Et les Blancs, les Européens, n'étaient pas du tout les bienvenus en Afrique. On va parler de ce que cet écrivain disait, comme quoi que les hommes étaient appréciés par leur robustesse. Appréciés par leur robustesse. En fait, là, mon cher frère citoyen Thomas, qu'est-ce qu'il dit? Il va bien vous faire comprendre comment est-ce que l'Européen, comment est-ce que le Caucasien, lorsqu'il venait en Afrique, ce qui s'est passé. Parce que l'histoire raconte toujours n'importe quoi, comme quoi que on laissait passer les gens comme ça, comme dans un moulin. Mais si on voit très bien l'histoire de l'Afrique, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier que l'histoire de l'Afrique est racontée par le vainqueur et pas par nous. Quand l'écrivain Serge Bullet dit que les hommes maquois étaient connus pour leur robustesse, je tiens à dire ceci. En Afrique précoloniale, dans le golfe de Guinée, les Européens n'étaient pas les bienvenus, au-delà des limites du port de Cotonou, car la politique du Dahomey avait toujours été d'empêcher toute personne blanche d'entrer en Afrique en passant par le Dahomey. D'ailleurs, le service des douanes du Dahomey était extrêmement strict et les visiteurs devaient être munis d'un passeport spécial. Pourquoi? Parce que Béhanzin, le roi de l'époque, avait noté l'intrusion des Européens dans les royaumes voisins et il avait également noté les conséquences de leur intrusion en Afrique. Avez-vous déjà lu les écrits d'Alvise Cadamosto, l'explorateur et esclavagiste vénitien qui travaillait pour le prince portugais Henri le Navigateur? Alvise Cadamosto a fait 2 voyages en Afrique de l'Ouest et voici ce que dit l'histoire. Alvise Cadamosto se tenait debout sur le pont et regardait dans le bleu de la baie de Gambie pendant que sa caravelle, c'est-à-dire son navire, entrait dans le creux de la rivière. La Gambie était large à son ouverture, raison pour laquelle il emprunta ce chemin. Plus loin dans la Gambie, il jeta l'ancre pour utiliser des canaux à rames. Il embarqua dans l'un d'entre eux, qui entra rapidement dans un courant, les menant dans la voie navigable principale. Soudainement, le courant s'élargit, et il vit à l'horizon une île d'hommes noirs. Il ordonna à son équipage de faire marche arrière immédiatement et de retourner rapidement au navire. En face de lui arrivaient 3 énormes bateaux. Comme les bateaux de son navire, ces bateaux étaient propulsés avec des avirons, mais beaucoup plus larges. Voici ce que dit Cadamosto. Nous étions tous terrifiés car on se trouvait dans la région la plus redoutée de la Gambie. Et se retrouver dans le champ de tir de ces hommes noirs était la mort certaine. Je rappelle quand même pour la postérité que les Mossé, un peuple kamite vivant aujourd'hui dans le plateau central de l'Afrique de l'Ouest, avait autrefois une prophétie qui disait « Quand le premier homme blanc entrera dans le Mogo, c'est-à-dire dans le monde civilisé, l'Empire s'effondrera. » Et donc, le Mogo resta pendant des centenaires une région très mystérieuse pour les Européens qui avaient essayé depuis le XIVe siècle d'y entrer en prétendant soit d'être des marchands ambulants, soit d'être des voyageurs égarés. Donc, il ne faut pas dire que les hommes maquois étaient connus pour leur robustesse. Oui, ils étaient robustes, mais avant tout, ils étaient connus pour la protection de leur territoire comme tous les autres peuples africains, comme tous les autres peuples noirs d'Afrique, qui étaient connus pour éviter, pour empêcher les Européens de rentrer dans leur territoire. Ce qu'il faut dire, plutôt, est que les Européens, les Portugais en l'occurrence, vont faire de ces hommes maquois des esclaves, des objets, des biens meubles dont ils ne vont apprécier que la robustesse. Voici comment, je pense, humblement, qu'il faut expliquer certaines choses afin de recadrer le débat et de ne pas propager des idées eurocentriques parce que beaucoup d'entre nous, malheureusement, ne connaissent pas bien la véritable histoire de l'Afrique.
il y a eu une véritable émeute. Les Japonais sont abasourdis de voir ce noir. Ils entourent la mission jésuite, ils cassent des portes, ils lancent des pierres, ils veulent absolument voir ce noir. Et ce qui est important, c'est qu'à l'époque, il y avait le grand seigneur du Japon qui s'appelait Oda Nobunaga, donc auquel il est présenté, et qui voit cet homme se dit mais c'est pas possible. Les Européens m'ont trompé, ils ont dû mettre de la suie pour le rendre noir. Il le fait laver, on le frotte de partout, et là il s'aperçoit effectivement que c'est un noir, et il décide de le prendre à son service et d'en faire justement le premier samouraï étranger de l'histoire du Japon. Alors, On dit qu'à l'époque, les Noirs étaient rares au Japon. On va reculer en arrière. On sait que tout peuple vient de l'Afrique. Tout peuple, ok? Les Noirs sont allés en Europe, ils sont allés en Amérique, ils sont allés en Asie. Alors, que cet écrivain puisse dire comme quoi les Noirs étaient rares au Japon, c'est n'importe quoi. Il faut savoir que, je vais vous présenter ça dans une autre émission, comme quoi, déjà, la Grèce a été faite par le noir. La Grèce. Dites-vous bien que la Grèce, l'Italie, la France, l'Angleterre, tout ça a été fait par le noir. Les Blancs sont arrivés là, ils ont déjà trouvé, il y avait déjà des constructions. Ok? Donc, le Japon avait déjà été construit par les Noirs. Dans cette vidéo, on nous dit que les Noirs étaient rares au Japon. Et ceci également n'est pas vrai du tout. Dans le Moyen-Âge, les Noirs au Japon ne sont pas rares, puisque c'est eux qui vont construire le Japon, de toutes pièces. De l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge, ce sont les Noirs, les Africains, qui vont construire le Japon. Je vous explique. Tout commence au VIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire avant l'an 0, avec la destruction de la ville de Wasset, connue également sous le nom de Thèbes, en Égypte antique. Donc les Perses vont détruire Wasset en 525 avant notre ère. Alors qu'une partie de la civilisation nubo-kamite, c'est-à-dire de la civilisation des anciens Égyptiens, se réfugiera à sa source originelle dans la région intérieure, aujourd'hui appelée Congo, Rwanda, Ouganda, Tanzanie, une partie de la population kamite va se diriger vers l'Est, dans les régions aujourd'hui appelées Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan et Inde. La violence et la discrimination contre les populations noires, contre les populations à peau foncée, par les nomades esclavagistes d'Asie centrale, c'est-à-dire ceux qu'on appelle aujourd'hui les Blancs, les Européens, les pousseront progressivement hors de la vallée de l'Inde, c'est-à-dire l'emplacement actuel du Pakistan, jusque dans le sud de l'Inde actuelle, et jusque dans le Sri Lanka. Puis, de ces régions, les anciens Égyptiens réussiront à rejoindre le sud de la Chine, où ils seront accueillis par les populations noires descendantes de la civilisation Xia, c'est-à-dire la première civilisation de l'Asie, et également la première civilisation noire des régions aujourd'hui appelées Chine. Et donc, les anciens Égyptiens vont rester dans le sud de la Chine avant de voyager par des routes terrestres et maritimes jusqu'à arriver en Corée et en Asie du Sud-Est, pour ensuite marcher le long des côtes jusqu'aux rives de l'archipel du Japon, le Japon qu'ils appelaient autrefois Kudara. Kudara qui se traduit littéralement par la nation des Noirs. Puis Kudara va devenir Yamato. Yamato qui veut dire la terre bénie. Et ensuite Yamato est devenu le Japon qui veut dire venir du soleil. Je vous laisse méditer sur ce que cela veut dire pour vous. Comprenez maintenant le drapeau. On voit très bien que le Japon n'a rien à voir avec un pays ensoleillé et tout ce qui va avec. Vous allez voir qu'il y a l'hiver, il y a tout ce que vous voulez, mais absolument rien à voir avec le soleil. On va dire que le Japon, c'est le pays du soleil levant. Ça n'a absolument rien à voir. Lorsque vous voyez le drapeau du Japon, c'est comme si on regardait à l'horizon. Donc les gens seront radicaux là-dessus, vont dire non, ça n'a absolument rien à voir, le soleil s'élève là, ça absolument, je vous dire, ça n'a absolument rien à voir avec ce que l'Occident ou ce que les Asiatiques nous racontent comme histoire. Donc le Japon veut bien dire venir du soleil. Ce sont les gens qui sont installés au Japon qui venaient du soleil. D'où ils ont mis le nom Japon qui veut dire venir du soleil. Allez, maintenant on va parler de la population noire au Japon. Pour commencer, en 1923, l'anthropologue Roland Dixon écrit ceci.
La première population du Japon était principalement un mélange de proto-australoïdes, c'est-à-dire de noirs, et de proto-négroïdes, et donc semblable à l'ancienne strata sous-jacente de la population vivant au sud le long de la côte et tout au long de l'Indochine et au-delà de l'Inde elle-même. Donc l'anthropologue Roland Dixon affirme que la première population du Japon était noire, qu'elle est la même que celle qu'on retrouve dans l'Indochine, et la même que celle qu'on retrouve au-delà de l'Inde. Mais je vous pose la question, qu'est-ce qui se trouve au-delà de l'Inde? C'est l'Afrique, bien évidemment. Puis, en 1981, Job Shekanta dit ceci. Dans la première édition de Nations Nègres et Culture, j'ai posé l'hypothèse que la race jaune était le résultat d'un métissage du noir et du blanc dans un climat froid, peut-être vers la fin du Paléolithique supérieur. Cette idée est aujourd'hui largement partagée par les chercheurs japonais. Un scientifique japonais nommé Nobuo Takano, chef de la dermatologie à l'hôpital Amatsu au Japon, vient de développer cette idée en japonais et l'a fait paraître en 1977. Il a eu la gentillesse de me donner une copie en 1979 quand il est venu à Dakar visiter mon laboratoire avec un groupe de scientifiques japonais. Puis, en 1986, des archéologues japonais ont trouvé la cabane la plus ancienne du Japon. Voici ce qu'ils disent. La cabane la plus ancienne, datant de l'époque de la pierre, a été mise à jour au Japon, près d'Osaka. Cette cabane a environ 22 000 ans. Et les pirogues qui s'y trouvent sont les répliques exactes de celles des Bushmen d'Afrique. Selon Wazuo Hirose, de la préfecture d'Osaka, de la division culturelle de l'éducation, d'autres maisons, presque aussi vieilles, ont été trouvées auparavant. Mais cette découverte est la plus importante parce que cette cabane est la mieux préservée et les pirogues sont similaires à celles des Africains. Puis, en 1911, l'anthropologue Alexander Francis Chamberlain nous dit ceci. Nous pouvons traverser l'ensemble de l'Asie et toujours retrouver le nègre. En 1940, l'écrivain Joël Augustus Roger dit ceci. Il s'agit d'une souche très évidente, nègre, dans un certain élément de la population japonaise, en particulier ceux du Sud. Il ajoute, l'élément nègre au Japon est reconnaissable par l'aspect négroïde de certains habitants à la peau foncée et souvent noirâtre, crépus aux cheveux bouclés. Les négritos sont la plus ancienne course de l'Extrême-Orient. Il a été prouvé qu'ils ont vécu en Afrique orientale et dans le sud de la Chine, ainsi qu'au Japon, où l'élément nègre est reconnaissable encore dans la population. Puis, en 1946, Joël Augustus Roger ajoute ceci. Je suis tombé sur certains noms en Chine et au Japon, notamment celui de Sakanuye Tamuramaro, le premier shogun du Japon. Sakanuye Tamuramaro était un guerrier, un symbole dont l'histoire japonaise est le paragon des vertus militaires. Il y a d'ailleurs un proverbe japonais très profond qui dit ceci. Pour être un samouraï, il faut être courageux et avoir du sang noir. Donc voilà les sources. On ne va pas commencer à tripoter 1000 fois. La première civilisation, les tout premiers humains sont venus d'Afrique. Ça, c'est certain. Et puis après, ils ont été dans plusieurs continents. Je vous ai dit dans les précédentes émissions ce qui s'est passé après pour qu'ils puissent avoir la race blanche. Il y a eu des mélanges, il y a eu tout ce qui va avec. Là, on parle des livres qui datent de 1940, que là, ils étaient encore sûrs avec les livres de Shekanta Diop qui avaient des noirs. Et avec toute la propagande des films des shoguns, samouraïs et tout ça, on nous a complètement effacés. Surtout les gens qui sont commencé à naître dans les années 60, 70 et tout ça. Complètement tout effacé. Mais les paroles s'envolent, les écrits restent. Là, on va parler de l'origine maintenant du samouraï. Il a existé 14 ères dans l'histoire du Japon, allant de l'ère des Jomon à l'ère des Heisei. Les 4 premières ères, Jomon, Yaoi, Kofun, Asuka, sont peuplées uniquement par une population noire divisée en clans. Les 4 ères qui suivent, Nara, Heian, Kamakura, Muromachi,
voient l'arrivée de populations blanches dans le nord du Japon, une région qu'ils appelaient l'Emichi. C'est donc dans l'ère Nara qu'un groupe militaire noir, au service de grands propriétaires terriens noirs, prendra le nom Samara pour défendre les terres contre les populations blanches envahissant l'Emichi, c'est-à-dire le nord du Japon. Mais ce sera dans l'ère Heian que les Samara s'établiront fermement dans l'histoire comme étant l'élite des chevaliers du Japon, c'est-à-dire ceux qu'on appelle aujourd'hui les samouraïs. Vous pourrez retrouver l'histoire de l'Asie dans cet ouvrage intitulé « L'origine africaine de l'Asie », 2e édition. À cet effet, je tiens à signaler que le mot samouraï n'est pas un mot japonais. Samouraï est la traduction française du mot Samara. Mais Samara est également le nom de la première civilisation de la Mésopotamie. Cette civilisation que les historiens européens appellent, pour je ne sais quelle raison, Sumer. Samara est le nom originel de la civilisation du peuple appelé Sanghi. Ce peuple que les historiens européens appellent Sumérien. Peut-être pour ne pas dire que, quand on traduit littéralement Sanghi, cela veut dire les têtes noires. Donc, le mot Samara que vous retrouvez en Mésopotamie est le même mot que vous retrouvez au Japon. Et cela correspond bien aux migrations des peuples noirs, aux migrations nubocamites, aux migrations des anciens Égyptiens, des Africains, des Négritos, des Australoïdes, quittant l'Afrique, passés par l'Inde et qui se sont installés en Chine et au Japon. J'aimerais toutefois ajouter ceci. Samara n'est pas un nom asiatique, c'est un nom africain qui se décline en Samira pour les filles et également Samura et Samuri pour les garçons. Donc Samira, Samura et Samuri sont les variantes du nom Samara. Je précise également que lorsque Sakanuye Tamuramaro devient shogun, il porte le nom de Seitai Shogun. Seitai, qui est une variante du nom pharaonique Seti, qui se décline en Seti en Inde, qui reste Seitai au Kenya, qui se décline en Sété en Éthiopie, en Sieta en République démocratique du Congo, en Swati en Tanzanie et en Seiti au Mali. Et je précise également que l'empereur noir qui le nomme shogun s'appelait Kwamu. Kwamu qui est une variante du nom Kwame, comme dans Kwame Nkrumah. Je remercie beaucoup Thomas Sidoyan, Thomas Koffé, dans son vrai nom, pour nous éclaircir là-dessus et pour nous parler les origines des noms Chine, que ce soit de la Chine ou que ce soit du Japon. Allez-y au Japon, allez-y en Chine, ou regardez juste sur Google, vous regardez la carte du Japon, la carte de Chine, vous regardez tous ces noms, des villes et tout le reste. La façon de leur façon de parler, c'est africain. C'est africain. Donc, s'il y a des gens qui sont là en train de vous semer le doute, c'est juste des baratins pour couvrir un autre baratin. Dire comme quoi les gens se sont coloriés à cause de l'horizon, le soleil s'est levé, ils ont eu les yeux bridés, c'est du baratin. Okay? Donc, voilà, ça c'est la partie 1 de cette émission Samouraï et l'Inde. Après, vous allez voir le document numéro 2. Je vous laisse avec un petit reportage. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Fatoumata Aïdara. Ayant vécu près de 11 années au Japon et visité différentes îles, préfectures et villes du Japon, j'ai été très touchée par la ressemblance physique de certains Japonais avec nous, les Africains. Les expressions corporelles, la coloration de la peau, le phénotype jusqu'à la texture des cheveux de certains d'entre eux. Je constate également une grande similarité culturelle et spirituelle avec l'Afrique. Moi qui pensais qu'il n'y avait qu'en Afrique qu'on portait sur soi un petit gris-gris, ils ont les leurs. Ils appellent cela omamori. Leur spiritualité originelle comporte aussi un aspect cultuel envers les ancêtres auxquels ils font des offrandes, des prières appelées oinori. Leur compréhension de la vie après la mort est très similaire à notre spiritualité originelle africaine. L'être suprême que nous appelons en malinké Danikelamasa est appelé Kami-sama. Nous sommes des peuples qui ne tutoyons pas l'être suprême. Le sama est la marque de politesse. Chez nous, le massa ou le masaba. Bouddha est aussi appelé Oshaka-sama. Le O est le préfixe qui marque le respect. Donc, le nom de Bouddha est Shaka.
Tout Africain comprend facilement cette terminologie, n'est-ce pas? L'aspect physique de Oshaka Sama m'a également beaucoup interpellé à cause de ses traits africains et ses cheveux en fine noix de bantou. Tout comme en Afrique, le fait de respecter chaque élément de la nature, chaque objet, communier et communiquer avec tous ces éléments fait partie de notre vie quotidienne. Quand on sort de la maison, on parle à la maison en disant « Itekimasu » pour dire à la maison et à ses entités invisibles qu'on s'en va et qu'on compte revenir. Au retour à la maison, on s'annonce en disant « Tadaima » car on reste conscient de la dimension métaphysique de tout ce qui nous entoure. J'ai aussi trouvé les noms et prénoms des Japonais très similaires aux nôtres. Ainsi, j'ai eu à sympathiser avec des personnes nommées Abe, Amami, Keita, Keida, Kondo qu'on retrouve au Togo, Gondo, Koichi qui s'écrit Kwachi ou Kwasi comme en Côte d'Ivoire et au Ghana. Il y a des Mori, Morishi, Moriyama, Kurimata, Watanabe et même des prénoms Thomas à 4 lettres qu'on retrouve également chez nous en Afrique. Les Japonais n'avaient aucune difficulté à prononcer mon nom, contrairement aux Occidentaux. Certains Japonais trouvaient que mon nom et prénom sonnaient très japonais et cela activait encore plus leur curiosité envers l'Afrique. Certains mots avaient la même prononciation ou la même signification avec les langues africaines que je connais. Plus tard, j'ai rencontré d'autres Africains qui avaient fait le même constat. Sur le plan culinaire, il y avait également une grande ressemblance, surtout dans le sud du Japon. Si tu aimes le chebjen, si tu aimes le fataya, tu aimeras forcément le chahan et le gyoza. Ce sont des mets très colorés et très épicés comme en terre de kama. Dans la ville de Naha, à Okinawa, manger une soupe de crabe appelée le kanigiru me rappelait vraiment mon village au bord de la mer en Côte d'Ivoire. Les tenues vestimentaires traditionnelles au Japon sont également similaires à celles de l'Afrique. Par exemple, les tenues de vêtements indigo qu'on retrouve chez nous en Afrique sont les mêmes. Ils appellent cela aizome. Il y a aussi le dorozome. Cela m'a fait penser au bogolan, qui est une technique de teinture originaire du Mali. Ils font aussi des tissages comme le faso d'Anfani, qu'ils appellent le jime. En partant du sud du Japon pour aller vers le nord, c'est-à-dire en partant de Okinawa vers Hokkaido, plus j'avançais vers le nord, plus les gens devenaient blancs de peau, jusqu'à arriver à Hokkaido où il faisait très froid car c'est la région la plus proche de la Russie. En tant qu'Africaine et frileuse de nature, je me suis sentie plus à l'aise dans les régions tropicales et tempérées du Japon. Je redescends donc vers le sud. Sur la grande île appelée le Honshu, je m'y installe et crée mon salon de coiffure et d'accessoires africains. Je fais la pub de mon business. Puis un jour, je vois arriver un couple avec une fillette noire couronnée d'une touffe de cheveux africains sur la tête. Tu sais Thomas, ce jour-là, j'ai été vraiment convaincue de l'héritage africain du peuple japonais. La dame prend la fille et la met dans mes bras et me dit qu'à partir de maintenant, cette fillette était ma fille et que c'était à moi de m'occuper de ses cheveux puisque elle ne pouvait pas. Je regarde la petite fille et je suis tout émue parce que c'est une vraie petite africaine, noire aux cheveux crépus comme moi. Le couple m'informe que cette fillette est leur fille biologique. La dame pointe son index vers son ventre. Elle insiste en me répétant que cette fillette noire aux cheveux crépus, au corps athlétique, était réellement sortie de son ventre. Elle répétait cela avec fierté. En japonais, elle me disait « Kono naka no naka kara deta no yo. Kono ko wa watashi no naka no naka kara deta no yo, hontoni. » Et j'étais vraiment émue. Il est vrai que j'avais déjà vu des Japonais et même d'autres Asiatiques qui nous ressemblent beaucoup. Cette petite fille ressemble textuellement aux fillettes qu'on retrouve partout en Afrique. Pour l'avoir vue, je sais que l'Afrique et l'Asie ont forcément la même parenté génétique, culturelle et spirituelle. Paul Faber on the track.